Et salut à tous, aujourd'hui je vous parle de deux produits qu'on m'a envoyés dernièrement et que j'ai pu tester pendant une moitié de saison. La marque dont je vais vous parler, c'est Ultra Human, c'est une marque fondée par deux Indiens qui a son quartier général, enfin des quartiers généraux, en Inde, aux Émirats Arabes Unis et en Angleterre. Et donc après avoir fait la vidéo sur le bracelet Whoop, j'ai reçu une demande de la marque Ultra Human pour tester ce petit objet qui est le Ultra Human Ring. C'est une bague qui permet de suivre vos données de santé. Le deuxième objet dont on va parler aujourd'hui, c'est toujours de chez Ultra Human. Il s'agit du M1 et ça, c'est un patch en fait de calcul du glucose. Donc vous mettez à l'arrière de votre bras, un petit peu comme les diabétiques. Et donc là, j'ai reçu deux patchs, donc c'est-à-dire pour un mois d'utilisation. Et j'ai pu tester ça en coupant en deux la poire parce qu'il y a un petit point négatif pour les cyclistes sur cet objet, mais par contre le reste c'est beaucoup de positifs. Donc si vous voulez en savoir plus sur le ring ou sur le patch M1, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, évidemment pour l'utilisation chez les cyclistes. On va donc commencer par ceci, le Ultra Human Ring. Alors ça en fait c'est le produit d'appel de chez Ultra Human et c'est le produit qu'ils avaient décidé de m'envoyer. C'est une toute petite bague, alors vous inquiétez pas pour la taille quand vous avez décidé de commander, si vous décidez de commander, vous recevez premièrement un set d'essai et vous devez les porter pendant 48 heures pour savoir en fait à quel doigt vous allez mettre quelle taille de bague. Il y a vraiment un grand choix de taille et il y a aussi un grand choix de coloris et donc ça c'est plutôt intéressant. Son objectif principal c'est donc le suivi de vos données, c'est-à-dire qu'il va avoir comme calcul la fréquence cardiaque, la variabilité de fréquence cardiaque, la température de la peau, la saturation en oxygène, donc le fameux SpO2. Elle va aussi calculer vos cycles de sommeil. Et ils viennent d'ajouter dernièrement des outils que j'ai pas eu le temps vraiment d'utiliser à 200%, mais comme par exemple la possibilité de calculer votre temps d'écran et l'incidence que ça a sur votre santé. Également le temps que vous passez au soleil et donc l'incidence que ça a sur votre santé. Et donc tout ça dans cette petite bague. Alors évidemment, l'objectif, c'est d'être transparent et de faire des points positifs et des points négatifs. Alors pour savoir comment j'ai procédé, j'ai testé en fait le Whoop que j'avais déjà testé et dont j'avais déjà fait une vidéo avec le Ultra Human et j'ai comparé les données. Alors il y a un truc qui est assez bluffant, c'est qu'on sait que le Whoop est précis. La bague en fait est très précise pour certaines choses. Ça veut dire que par exemple pour la variabilité de fréquence cardiaque, j'ai des données similaires entre le Whoop et le Ring de chez Ultra Human. Gros point positif aussi, c'est que c'est très discret, c'est tout petit, ça se met au doigt pour ceux qui ont l'habitude de porter des bagues et qui ne veulent pas avoir de montre connectée. Eh bien, ça vous permet d'avoir les informations qui sont envoyées sur votre téléphone sans toujours être le nez dessus. Comme je le disais, vous avez plusieurs tailles et plusieurs coloris, donc il y en aura pour tout le monde et les tailles ça va des femmes jusqu'aux hommes, des petits doigts fins aux gros doigts un petit peu boudinés, tout le monde sera content. Deuxième point positif, c'est l'autonomie de la batterie. En fait, il faut savoir qu'avec une recharge, vous êtes parti pour 6 jours. Alors côté batterie, il y aura quand même un petit point négatif, mais ce sera dans le sujet suivant. Autre point positif, c'est le suivi au niveau du SpO2, ça correspond à ce que j'ai sur ma montre Garmin ou sur mon Whoop. Au niveau de la fréquence cardiaque, ça correspond à ce que j'ai sur ma montre Garmin et sur mon Whoop, sauf lors des hautes intensités. Voilà. Ça, on en parlera dans les points négatifs. Autre point positif, c'est son prix. Ben oui, parce que pour un objet connecté, ça peut paraître cher, mais en fait, en réalité, c'est moins cher que les autres. Je vous explique. On est sur une bague à 380 €. Alors, pourquoi je dis que c'est pas cher? Alors, ça reste cher, entendons-nous. Mais par rapport à l'abonnement Whoop qui coûte 30 € par mois, en fait, vous avez rentabilisé cette bague au bout de 1 an et 2 mois globalement. Parce qu'elle fait la même chose, avec à certains endroits moins de précision, j'en parlerai dans les points négatifs, mais c'est quand même pas le même budget. Ici, vous achetez la bague une fois, vous n'avez plus d'abonnement à payer, vous êtes tranquille. Là où pour le Whoop, vous recevez le bracelet gratuitement chez Whoop, mais vous payez l'abonnement tous les mois à 30 €. Donc voilà, c'est votre formule, vous choisissez comme vous voulez, mais globalement, elles font plus ou moins la même chose. Le prix négatif, forcément le prix j'ai mis dans les positifs, mais c'est vrai que c'est 380 €, donc ça peut freiner certains à l'achat. Et puis il y a un problème au niveau de la recharge. Là où Whoop a créé cet objet qui permet de connecter directement, hop, je le fais devant vous. Je suis un peu emmitouflé, il fait pas très chaud. Hop, là où je mets le Whoop et en fait j'ai chargé le boîtier et ça charge tout seul. Chez Ultra Human, c'est pas tout à fait la même chose. Chez Ultra Human, vous devez enlever la bague pour la mettre sur ce petit socle où ça charge globalement très rapidement.
Voilà, bon, en 2-3 heures, c'est chargé. Mais ça veut dire que vous devez connecter ça à une prise. Et donc, ça veut dire deux choses. Premièrement, vous enlevez la bague et donc elle ne traque plus vos données de santé pendant le moment de la recharge. Ça, c'est une première chose. Et alors moi, je me trouve généralement coincé parce que quand est-ce que je recharge mon Whoop ou quand est-ce que je recharge mon Ultrahuman, c'est le soir. Et donc parfois, ça m'arrive de m'endormir et donc de passer une nuit sans les données. C'est pas très grave, mais je perds des jours du coup d'utilisation de la bague, surtout pendant la nuit. En fait, je perds pas des jours, je perds des nuits. Autre élément aussi, c'est que pour ceux qui font de l'itinérance, qui ont envie de partir seuls avec leur vélo, avec le Whoop, vous chargez le Whoop une fois à bloc, vous chargez le bracelet, enfin le chargeur de bracelet une fois à bloc, et une fois que vous n'avez plus de batterie, au bout de 5-6 jours, paf, vous mettez ça sur votre Whoop et vous êtes reparti pour 5-6 jours. Ici, si vous n'avez pas d'électricité ou pas de batterie externe, au bout de 5-6 jours, il faut trouver une source électrique et enlever la bague et attendre à côté de la bague. Donc voilà, ça c'est le point négatif au niveau de la batterie, même s'il y a un gros point positif, comme je le disais, c'est le fait que cette bague, elle a vraiment beaucoup d'autonomie quand même. Pour un si petit objet, c'est quand même assez bluffant. D'ailleurs, je reviens sur le prix, on dit que c'est cher, mais pour un outil de technologie aussi performant, quand même, c'est un bijou de technologie et on comprend rapidement pourquoi elle vaut ce prix-là. Autre élément négatif, et c'est le plus important, c'est la fréquence cardiaque. Sur le Whoop, on peut avoir la fréquence cardiaque en direct. Ça veut dire que, par exemple, sur d'autres appareils, en direct sur d'autres appareils, parce qu'avec le Ring, vous pouvez aussi avoir votre fréquence cardiaque en direct sur votre téléphone. Mais imaginons un jour, et ça m'est déjà arrivé, plus de piles dans la ceinture cardiaque de mon Sigma. Qu'est-ce que je fais? J'envoie les données du Whoop sur le Sigma et tout va bien, ou sur Zwift ou sur votre Garmin, comme vous voulez. Alors que ici, avec la bague, vous ne pouvez pas faire cela. C'est-à-dire que votre bague, elle l'envoie juste à votre téléphone. Autre chose aussi, à haute intensité, le Whoop n'est pas hyper précis. Donc si vous commencez à vraiment faire du sport à bloc, il va falloir un petit temps pour que le Whoop comprenne que vous faites un effort physique. Mais après 5-10 minutes d'effort, quand il aura compris que vous êtes en pleine séance, il va plus ou moins se réadapter. Et puis le Whoop, vous pouvez le porter autour du bras ou comme une ceinture cardiaque. Et donc là, il est beaucoup plus précis. Là où cette bague, vous vous en doutez, vous ne pouvez la mettre que à votre doigt, à l'un de vos doigts. Et donc, on a un problème, c'est que la fréquence cardiaque sur les hautes intensités est pas terrible. Alors, comment j'ai vérifié ça? J'ai porté les deux pendant les séances de sport. En fait, en réalité, j'ai porté les trois. Et donc, je ne vais pas vous montrer toutes les données parce que j'ai collecté ça pendant plusieurs mois. Mais grosso modo, il se passe toujours la même chose. Je démarre mon activité sur mon Sigma avec ma fréquence cardiaque du Sigma. Il capte tout de suite qu'il y a une accélération du pouls. La ceinture cardiaque est très précise. Ça va être notre ceinture cardiaque de référence aujourd'hui dans mon explication. Le Whoop, lui, pendant les 5-10 premières minutes, il a du mal à comprendre que je fais du sport. C'est-à-dire qu'il va annoncer une fréquence cardiaque plus faible que celle qui est vraiment en cours pendant ma séance de sport. C'est-à-dire que pendant 5-10 minutes, par exemple, quand je vais être à 145, 150, 160 pulsations, les 5-10 premières minutes, sur le Whoop, il va penser que je suis à 100, 110 et après un moment, paf, il comprend que je suis en séance de sport et donc il s'adapte. Là, il s'adapte bien tout de suite à basse intensité. C'est-à-dire que, exemple, je vais faire de l'endurance ou du seuil bas, il va capter la fréquence cardiaque quand même avec beaucoup de précision, mais une fois que je commence à monter dans les tours avec des efforts à PMA ou des efforts de compétition, il n'est pas capable d'aller chercher mes pulsations qui sont dans les phases élevées. Ça veut dire qu'il va rester autour de 150, 170, 170 pulsations, mais il ne va pas capter que je monte plus haut. Et donc plus haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement à 185, 190, 195, il n'est pas capable de les trouver. Après, honnêtement, pour nous les cyclistes, on a toujours notre compteur GPS. Moi, chez moi, c'est un Sigma. Chez vous, c'est peut-être autre chose. Mais donc, on a toujours ça et donc ça permet d'avoir une référence et donc il est moins utile. Mais au niveau de votre suivi des récupérations, c'est un petit peu moins bon, quoi, parce qu'il n'a pas analysé que vous étiez vraiment à bloc. Là où le Whoop est capable aussi d'aller récupérer vos informations sur Garmin, Strava, etc. pour analyser tout sur sur le Ring. Là, il ne va pas aller récupérer les infos. Donc, il va collecter uniquement les infos quasiment du Ring. Donc, il ne va pas aller chercher les informations des autres plateformes d'entraînement pour calculer votre récupération. Bon, pour cette bague R1, vous l'aurez compris, il y a des points positifs, des points négatifs. En gros, si vous cherchez un objet connecté qui coûte quand même de l'argent, qui fait le taf, mais qui n'est pas hyper précis, vous avez ceci. Maintenant, si vous avez un plus gros budget et que vous voulez quelque chose de très précis, il faut peut-être mieux se tourner vers le Whoop.
Bon, je vous les ai toujours dit, je suis transparent avec vous. La marque, elle va peut-être pas apprécier que je compare les deux et que je dise qu'il y en a un qui est un petit peu meilleur que l'autre. Mais après, forcément, c'est peut-être pas le même public cible. Ici, on est plutôt sur un public de gens qui veulent avoir un produit qui paye une fois, qui fait bien le taf, mais qui n'est pas non plus hyper précis dans certains domaines. Le Whoop, on est vraiment dans un produit très très professionnel et où le prix est quand même beaucoup plus élevé. J'ai oublié de vous dire quelque chose aussi, le fait d'avoir une bague parfois peut être gênant. Ça peut être gênant avec les mitaines que l'on met à vélo, ça peut être gênant quand on serre la main parfois avec le cintre, on peut avoir la circulation du sang qui est un petit peu coupée à certains moments. Ça peut être gênant aussi pendant les séances de musculation. On conseille quand même souvent de ne pas porter de bijoux quand on fait du sport. Et alors c'est gênant aussi pour moi qui ai repris la natation, mais lorsque l'on nage, c'est pas toujours agréable d'avoir cet anneau. En plus, la nuit, si vous avez les doigts qui gonflent un petit peu comme moi, ça peut être gênant et on a envie d'enlever la bague et donc pendant le sommeil, on est amené à l'enlever et à la poser sur le côté dans son sommeil et donc à pas avoir les données de santé. Voilà, j'ai été totalement transparent avec vous avec ce ring. C'est un bon outil. Moi, franchement, j'ai quand même les deux. J'utilise les deux alors qu'elles font la même chose parce que c'est quand même un outil qui est beau. Alors pour ceux qui se demanderaient si c'est fragile, pas du tout. Je l'ai déjà cogné contre des trucs sans faire exprès. Moi, je suis enseignant, donc parfois je tape contre le tableau, pas pour faire du bruit, mais quand je donne une explication et la bague tape, elle est hyper solide, je n'ai même pas une griffe dessus. Donc voilà, j'ai dit vraiment tous les aspects positifs et négatifs de cet objet. Bon, quand même, d'autres spécificités qu'ils ont rajoutées, il y a aussi la caféine. Si comme moi, vous aimez bien le café, moi j'adore le café, eh ben là par contre, il y a un bon suivi de la caféine. C'est-à-dire que vous pouvez encoder le moment où vous buvez un café et il est capable de détecter avec votre fréquence cardiaque, etc., l'incidence qu'a le café sur votre corps. Et donc, vous voyez la diminution du taux de caféine et après, il est capable de vous dire quand il est préférable d'arrêter le café pour avoir un sommeil plus reposant. Bon, pour conclure, pour ceux qui voudraient se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un avec ce Ultra Human Ring Air, il est possible de le commander. J'ai réussi à avoir un code promo quand même pour vous. Alors, en toute honnêteté, à chaque fois que vous allez acheter ce petit objet, je vais toucher une petite commission. Je ne sais plus exactement de combien, mais vous, en tout cas, vous pouvez avoir 10% de réduction sur cette bague. C'est pas rien du tout quand même sur une bague à ce prix-là. Et donc, avec le code LCB10. Mais si vous n'avez pas envie de taper le code, dans la description, j'ai mis le lien d'affiliation et donc vous pouvez le retrouver. Et pour vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, vous pouvez commander cette bague, vous gagnerez 10% sur une bague à 380 €, ça fait quand même presque 40 € de réduction. Vous êtes quand même gagnant si cet objet vous intéresse. On passe maintenant au Ultra Human M1 et là on va changer de ton parce que si j'ai pas été forcément hyper convaincu par ceci, alors ça fait le taf comme j'ai dit, mais il y a mieux. Pour le M1, il n'y a pas mieux, la Ultra Human nous sort une dinguerie. Pour vous expliquer, là, ce n'est pas eux qui m'ont contacté, c'est moi qui ai découvert qu'ils faisaient ceci et donc je les ai contactés personnellement. Je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai envie de tester aussi votre pad M1. Alors c'est un calcul, en fait, un calculateur de glucose comme ce que portent les diabétiques, connecté à l'application Ultra Human et connecté aussi à votre téléphone évidemment et que vous pouvez connecter avec d'autres applications. Et là, ça m'a permis de faire des dingueries. Je vais vous expliquer tous les protocoles que j'ai mis en place pour tester cet objet. Alors, je vous explique tout ça. Quand on ouvre la boîte, alors moi j'ai eu 2 capteurs, je vais le faire en même temps que vous. Paf, j'ouvre cette boîte. Vous avez un packaging qui est vraiment pas mal. Vous avez ici toutes les explications ainsi que des petits pads, des petits, comment on appelle ça, des petits autocollants à aller coller à gauche, à droite, mais vous avez surtout ceci, c'est le Free Libre 2 connecté à l'application Ultra Human, et donc ça c'est assez simple. Vous avez en fait, paf, ici un applicateur, ici vous avez le capteur, vous rentrez le capteur dans l'applicateur et puis vous venez le mettre dans votre bras, ça fait un clic. Alors pour être honnête avec vous, les gens qui me connaissent savent que je suis phobique de tout ce qui pique, donc les prises de sang, les piqûres, les vaccins, je suis vraiment phobique, je déteste ça, même se piquer avec une punaise, c'est horrible, mais là je me suis dit Alex, fais-le pour la science. Donc je l'ai fait, j'ai fermé les yeux, je me suis dit oh là là ça va piquer parce qu'en fait vous avez quand même une petite tigette minuscule, microscopique qui rentre dans votre bras. Honnêtement, on ne sent rien. Vous prenez l'applicateur, vous faites clac, terminé, vous êtes parti pour 2 semaines. Alors, il faut changer ce capteur toutes les 2 semaines. Et alors, quand même, pour les gens qui font du sport, beaucoup de sport, vous avez en plus de ça, ceci, c'est un collant très puissant qui se met autour du capteur
pour de 1 qu'on ne le voit pas spécialement, que ce soit plus discret, même si là c'est très discret, on ne le voit pas. Et c'est aussi pour permettre tout simplement si vous allez nager, si vous prenez votre douche, etc., le capteur peut être mouillé, il résiste à la transpiration, il résiste à tout ça, mais c'est une protection supplémentaire. Et puis, ne nous mentons pas, c'est aussi un super coup marketing parce que tout le monde se demande ce que c'est que ceux-là. Petit conseil, avant de mettre l'applicateur, c'est de vous raser les poils parce qu'autrement, quand vous allez enlever ceci et que vous allez enlever le capteur qui colle aussi, vous allez vous arracher les poils et c'est douloureux. Moi, la première fois, je me t'ai dit YOLO, on le met quand même sans se raser les poils. C'est des ouin-ouin, ceux qui pleurnichent en disant que ça fait mal quand on l'enlève avec les poils. La deuxième fois, je me suis rasé le bras avant de le mettre parce que oui, ça fait mal. Vous avez aussi une petite lingette désinfectante qui est prévue avec. Après, si vous l'aurez avec, mais moi je ne l'ai pas utilisé, j'ai désinfecté avec un produit que j'avais chez moi, donc je ne l'ai pas utilisé. Et donc moi je l'ai reçu en double pour pouvoir tester ça pendant 4 semaines, donc pendant 1 mois. Alors là, les amis, j'ai mis en place des protocoles pour pouvoir tester tout ça maintenant que je vous l'ai présenté. Avant tout ça, les points positifs, c'est le suivi en continu de votre niveau de glucose et c'est très important. Vous savez que l'idéal, c'est d'avoir le moins de rupture au niveau de votre taux de sucre dans le sang. Donc en fait, qu'il y ait le moins de pics possible. Alors au quotidien, on mange des aliments et on sait globalement lesquels nous font augmenter le glucose, lesquels le font descendre ou en tout cas moins monter. On connaît par exemple les régimes avec l'IG bas, indice glycémique bas, qui permettent d'avoir vraiment une stabilité. Sauf que le corps humain est une machine mais qui ne fonctionne pas de la même façon chez tout le monde et donc ce taux de glucose, certains aliments vont avoir vous allez avoir une réaction différente selon votre corps. C'est-à-dire que typiquement, il y a des choses qui sont réputées pour être un indice glycémique haut, mais qui chez vous vont peut-être le faire augmenter. Bref, vous pouvez surveiller tout ça parce que dès que vous mangez quelque chose, selon le temps d'ingestion du produit que vous mangez, de l'aliment que vous mangez, vous allez avoir le pic de glucose qui va être plus rapide, plus lent, qui va monter très vite, qui va monter moins vite. Bref, vous pouvez tout regarder, c'est hyper marrant à faire. Votre corps devient un sujet d'expérimentation. Vous pouvez évidemment intégrer diverses applications de fitness, de suivi. Donc par exemple, moi je l'avais connecté à mon application de compteur. Donc ça me permettait de recevoir la notification quand je faisais du sport, quand mon pic de glycémie diminuait. Ça, je vais en parler dans quelques instants, mais c'est quand même une dinguerie. Vous pouvez aussi le connecter à une application de suivi d'alimentation qui s'appelle MyFitnessPal. Moi, j'avais pris MyFitnessPal et en fait, j'encodais tout ce que je mangeais dans MyFitnessPal. Et donc, MyFitnessPal envoyait des données de ce que j'avais mangé en quelle quantité sur l'application UltraHuman. UltraHuman avait le capteur de glucose et donc il était capable de dire quel repas, quel aliment avait fait augmenter mon glucose, diminuer mon glucose, etc. Et pareil aussi, quelles étaient les épreuves, les efforts sportifs qui me faisaient augmenter mon glucose, baisser mon glucose, etc., etc. Autre élément positif, c'est que c'est discret et c'est confortable. Vous le sentez pas, vous oubliez même que vous l'avez. Et franchement, ça c'est quand même un plus parce qu'il faut pas oublier que vous avez quand même une petite aiguille dans le bras et vous ne sentez absolument rien. C'est très discret. On m'a quand même demandé quelques fois cet été si j'étais devenu diabétique. Non, je ne le suis pas. J'ai été diabétique juste par la forme parce que j'avais un capteur, mais dans le fond, je n'ai pas de problème de santé à ce niveau-là. Il faut savoir aussi, j'ai oublié de le préciser, mais ces capteurs-là sont utilisés évidemment par des diabétiques, des personnes qui souffrent de cette maladie. Et on est quand même sur un objet qui est autorisé, qui a été certifié par l'Union européenne et donc il n'y a aucun problème de santé à ce niveau-là. Bon, les points négatifs maintenant, il y en a vraiment très peu, mais il y en a quand même un gros, c'est le prix. Alors le prix, sachez que je vais vérifier quand même, mais pour 4 semaines, c'est-à-dire 2 capteurs, donc la boîte que je viens de recevoir maintenant, on est sur un prix de 189 €. Donc c'est 189 € chaque mois. Donc là, on est vraiment sur un prix très très excessif. Moi, pour être honnête avec vous, ça m'aurait pas freiné. Si je l'avais pas reçu, j'aurais quand même acheté. Et pour être totalement transparent avec vous, je crois que je vais renvoyer un mail à la marque, soit pour on s'arrange pour faire un sponsoring pour ce capteur, soit je vais le payer de ma poche.
parce que vraiment, c'est quand même une dinguerie. C'est un outil qui est utilisé par des sportifs professionnels et surtout dans le cyclisme. L'équipe UAE utilise cet objet, même s'il y a un autre point négatif pour nous les cyclistes, c'est que cet objet est totalement interdit en compétition. UCI, c'est-à-dire que pour toutes les compétitions cyclisme qui sont organisées par l'UCI, donc c'est le cas de la FFC, c'est le cas de la FCWB ici en Belgique, de la RLVB, cet objet est interdit. C'est-à-dire que si vous êtes vu avec cet objet dans ce genre de compétition, vous prenez une suspension, c'est considéré en gros comme du dopage. Alors on comprend rapidement pourquoi, hein. Vous n'êtes plus capable de bonker, comme on pourrait dire chez nos amis américains ou anglais. En fait, vous n'êtes plus capable de faire une fringale. Il n'est plus possible de faire une fringale avec cet objet, étant donné que une fois que votre taux de glucides atteint vraiment une base faible et qu'il est temps de vous réalimenter, vous recevez une notification. Donc évidemment, c'est un peu déloyal de l'utiliser en compétition. Forcément, l'objectif donc, c'est de mettre ça à l'entraînement ou sur des compétitions qui ne sont pas officielles. C'est pour ça que dans ma phase de test, ça a été coupé en deux. Vous savez que moi, je participais à des compétitions EDH qui ne sont pas soumises au calendrier UCI et aux lois de l'Union cycliste internationale. Donc, j'avais pu le tester d'un coup, même en faisant des compétitions. Et donc, j'ai pu tester ça en compétition. Par contre, à un moment, j'ai fait une compétition officielle soumise au règlement de l'UCI. Et donc, j'avais calculé pour mettre le capteur qu'au bout de 14 jours, je l'enlève. Et puis, j'ai fait mes compétitions UCI. Et puis, paf, j'ai remis l'autre capteur pour respecter toutes ces règles-là. Mais il faut le savoir, c'est un point négatif pour nous, les cyclistes. Dans les compétitions officielles, on ne peut pas porter cet objet parce qu'il est considéré comme étant déloyal. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, l'équipe UAE utilise cet objet, mais pas en compétition. Peut-être que certains le mettent, à leur risque et péril, c'est discret, on ne le voit pas spécialement, mais attention, parce que si vous faites choper, vous êtes seul responsable, vous savez maintenant que c'est interdit. Autre point négatif, c'est qu'il faut une calibration assez fréquente, donc ça va vite. Alors moi personnellement, j'ai un iPhone, j'ai une petite notification de rappel, je fais double clic, clac clac, comme si je voulais payer avec Apple Pay, je scanne le capteur, ça vibre, terminé, il est à jour. Alors quand je dis très fréquente, c'est toutes les 8 heures environ toutes les 8 heures. Donc, c'est pas non plus excessif, mais il faut penser quand même 4 fois par jour à, paf, se scanner le bras. Ça, c'est un peu embêtant, mais sachez qu'il n'y a aucune marque qui propose de faire ça autrement. En fait, le capteur, il va sauvegarder vos données et puis vous les scannez et il est connecté pendant 8 heures et ainsi de suite. Donc ça, c'est chez tout le monde. Même les personnes qui sont diabétiques et qui ont d'autres capteurs fonctionnent de la même façon. Il faut le scanner toutes les 8 heures. Alors, j'ai dit que pour moi, il était confortable. J'ai quand même lu sur certains forums que certains trouvaient le capteur inconfortable à certains moments. Moi, honnêtement, en un mois d'utilisation, j'ai rien eu, mais je préfère vous transmettre toutes les informations que j'ai eues. Certains disent que c'est pas, parfois c'est un peu désagréable. Honnêtement, moi, j'ai jamais vérifié ça. Après, c'était beaucoup de personnes qui faisaient de la musculation et on peut comprendre que les contractions, décontractions des muscles des bras peuvent peut-être être gênantes, mais honnêtement, j'ai jamais essayé. Mais pour les cyclistes, j'ai vu aucun défaut à ce produit. Bon, vous l'aurez compris, le M1, j'en suis vraiment conquis. Comme je vous le disais, je vais contacter la marque pour faire un partenariat peut-être sur une saison entière pour pouvoir faire d'autres tests plus complets parce qu'en un mois, c'est bien, mais on a toujours envie de pousser plus. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le protocole que j'ai mis en place. En fait, j'ai porté le capteur. Alors, il faut à peu près 1 heure pour qu'il se règle. Il faut le poser à jeun. Et puis après, vous êtes parti. Donc, moi, l'objectif, c'était de savoir avec précision quels étaient les moments où il fallait que je mange avec certains types d'efforts. Moi, le type d'effort qui m'intéressait, c'était les efforts intenses de compétition, les courses ou les simulations de courses. Donc, j'ai fait des tests sur Home Trainer en faisant des courses Zwift à bloc et j'ai fait le test sur des courses EDH pour calculer tout ça. Donc, il faut savoir que moi, l'objectif, c'était de savoir quand je devais manger en vue de d'autres compétitions plus importantes où je ne pourrais pas porter le capteur. Et puis, étant donné que c'est quand même 189 € pour un mois, l'objectif, c'était d'avoir toutes les données pour avoir un test pendant un mois et puis reproduire tout ce schéma de nutrition plus tard. C'est-à-dire, en gros, réappliquer ce que j'avais appliqué avec le capteur quand je n'avais plus le capteur. Donc, j'ai dû prendre beaucoup de données. Alors, comme je vous l'ai expliqué, j'ai lié en fait l'application UltraHuman avec le capteur et j'ai lié l'application UltraHuman avec l'application MyFitnessPal, qui est une application de suivi pour sportifs, de nourriture, etc. Donc, dès que je mangeais quelque chose, je scannais, je mettais la quantité et l'heure. L'heure est très importante sur l'application MyFitnessPal. Il envoyait ces données à UltraHuman et en même temps, UltraHuman, l'application, recevait les données du capteur. Tout ça faisait que quand je mangeais un aliment,
L'application, elle compilait les deux. Elle disait, ah, il vient de manger tel aliment. On va voir s'il y a un pic de taux de glucose ou pas. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 mois. Donc ça, c'était dans mon quotidien. Et alors, comme je vous ai dit précédemment, j'ai fait la même chose en compétition. Dans le quotidien, comment ça s'est passé? Très simple. J'ai perdu 8 kilos. J'ai perdu 8 kilos parce qu'en fait, je me suis régulé dans ce que je mangeais. J'ai mangé ce qu'il me fallait pour nourrir mon corps et plus manger pour manger. Et puis en fait, vu que l'application vous répète sans cesse qu'il ne faut pas avoir de moment de fracture dans votre taux de glucose, ben vous mangez des aliments en fait qui vous font garder votre glycémie dans la norme. Et donc forcément, vous faites attention et sans avoir de pic de glucose, qu'est-ce qui se passe? Vous avez moins faim. Parce que je vais prendre le cas de mes jeunes élèves à l'école. Qu'est-ce qu'ils font le matin? Ils s'envoient un bol de céréales, ou 2, ou 3, parce qu'ils ont très faim. C'est pas un élément très nutritif, mais c'est bien sucré comme il faut. Là, vous mangez ça, vous faites péter votre taux de glucose. Ça monte, ça monte, ça monte, vous dépassez, vous êtes dans l'excès, vous êtes en sursucre, vous êtes en surglucose, vous êtes en hyperglycémie, et puis derrière, boum, ça s'effondre d'un coup. Et là, vous êtes vraiment KO. Vous avez tous connu ça. Voilà, ça c'est le schéma classique. En changeant son alimentation, ben, vous pouvez remarquer que vous avez en fait votre taux de glucose qui va augmenter tout doucement. Voilà, parce que vous allez prendre peut-être des sucres qui sont intégrés beaucoup plus lentement et qui vont rester beaucoup plus longtemps dans le sang. Donc, hop, un peu plus lentement, et puis ça va redescendre aussi très très lentement. Alors, ça s'est découpé. La première semaine, j'ai mangé... Alors, je ne vais pas dire normalement parce que j'étais dans l'excès. J'étais dans l'excès, j'ai mangé comme mangerait quelqu'un qui ne fait pas de sport. Alors, pas au niveau des quantités, mais au niveau du repas. J'ai pris un petit déjeuner sucré, j'ai pris une collation, j'ai mangé sur le repas de midi, j'ai pris un 4 heures sucré, et ensuite, j'ai mangé mon repas du soir. Ça a été très difficile pour moi parce que je ne mange jamais autant. Moi, généralement, j'ai 2 repas par jour. Je mange beaucoup pendant ces 2 repas, mais je n'aime pas trop le sucré. Tout ce qui est gâteau, tout ce qui est biscuit, pas ma tasse de thé. Mais je me suis forcé à le faire pour simuler quelqu'un de lambda. Et donc, comme je vous le disais, résultat, je peux le vérifier sur l'application. J'ai des pics de glucose de fou. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et sur mon énergie, je le sens. C'est pesant. Je me sens fatigué, puis je me sens boosté. Je me sens fatigué, puis je me sens boosté. Vraiment très compliqué. En parallèle de ça, je fais du sport. Je n'avais pas arrêté mon entraînement. Mais ça, j'y reviendrai dans quelques instants. Ça, c'est la première semaine. Donc, je vois vraiment qu'une alimentation dite classique, hein, comme la plupart des gens sur cette terre mangent, enfin non, comme la plupart des gens sur ce continent mangent, hein, dans l'Occident, parce que si on parle des autres pays, ils ont une alimentation très différente. Mais bon, bref, si on parle de l'Occident, donc les pays développés, Europe, Amérique, etc., Asie, les gens mangent comme ça, on est, surtout chez les jeunes, on se préoccupe pas trop de la santé et donc des pics de glucose. Ensuite, pendant les 3 autres semaines, là, j'ai fait le protocole que je voulais mettre en place. Dans mon quotidien, c'était avoir des aliments avec un indice glycémique le plus bas possible. Là, la courbe est montée vraiment très doucement. Elle arrivait à un pic, mais qui était beaucoup plus faible. Alors quand je vous dis beaucoup plus faible, c'est moitié moins parfois du pic d'avant, de la semaine précédente avec les céréales. Et donc, ça montait tout doucement, et puis ça baissait tout doucement. Et donc, je n'avais plus cet élément d'énergie que je n'avais plus. J'étais en forme toute la journée. Sur le long terme, c'est-à-dire sur un bon gros mois, j'avais perdu 3 kilos. Parce que forcément, j'avais mangé mieux. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent perdre du poids, ça peut être un outil important parce que vous pouvez tout surveiller. Sur le sport maintenant, j'avais mis un protocole, c'est ce qui m'intéressait le plus possible, c'est que pendant le sport, je voulais savoir à quel moment je devais manger sur des courses de 2 heures. Donc j'ai commencé à faire ça sur Home Trainer et donc je me suis rendu compte qu'au bout de 35 minutes, il fallait que je mange. Au bout de 35 minutes, je perdais... en fait, mon pic de glycémie descendait. Alors, ce qui se passait, c'est que au début de l'effort, ça se passait bien, mais quand l'effort était intense, au bout de 15-20 minutes, je faisais de l'hyperglycémie sportive. Ça veut dire de l'hyperglycémie à l'effort. Mon corps créait du sucre, logique, pour pouvoir faire fonctionner mes muscles. Mais ça se ressentait dans le taux de glucose. Sauf que ça, il prend beaucoup d'énergie. Alors, le capteur, il s'affole, il dit « Attention, qu'est-ce que vous avez mangé? Vous faites de l'hyperglycémie. » En fait, tu n'as rien mangé, c'est juste ton corps qui s'adapte à l'effort qui est violent. Sauf que derrière, si tu manges pas, tu fais la fameuse fringale. Alors, c'est mon cas, je suis habitué à faire du sport même très intense. Si je ne mange pas, je vais pas vraiment faire une fringale, je serai juste beaucoup moins performant. Je vais peut-être perdre 15, 20, 30% de mon énergie et c'est pas ce qu'on veut. Alors, j'ai fait des tests, j'avais une hyperglycémie et en fait, quand j'arrive à ce pic d'hyperglycémie, c'est à peu près au bout de 30 minutes. Au bout de 30 minutes, mon hyperglycémie est montée, donc ça monte très très vite. Hein. Et après, elle commence à redescendre. Au moment où elle commence à redescendre,
Si tu as oublié de manger, t'es mort. T'es mort. Alors, si t'as pas l'habitude de faire du sport à haute intensité, tu te gares, c'est fini, tu fais une fringale. Si, comme vous et moi surtout, je sais pas quel est votre niveau à vélo, vous avez l'habitude de faire ce genre d'effort, vous êtes juste moins performant, mais c'est embêtant. Donc, j'ai calculé, pour moi, grâce à ce capteur, je sais qu'au bout de 35 minutes, donc entre 30 et 35 minutes, il faut que je mange. Donc, j'ai mis un rappel sur mon compteur. Maintenant que je n'ai plus le capteur sur les bras, je sais, j'ai mis un rappel, 35 minutes, manger, dernière limite pour manger. Et donc, je mange. Alors, ça, c'est la première phase. Mais globalement, je vais prendre soit du solide, soit du liquide. D'ailleurs, moi, je suis en partenariat avec Nutribé, le lien est dans la description. J'utilise l'alimentation qu'ils vendent de chez Morten. Et ben, je sais que je mange du solide ou du liquide, enfin liquide, du gel ou du solide de chez Morten. Je dois, à partir de ce moment-là, en manger un par heure. Donc, soit c'est 1,5 gel par heure, c'est pas possible, donc je prends une barre, un gel, soit je mange 2 gels, et j'ai un tout petit peu trop, mais bon, voilà, soit je prends une barre plus une demi-barre, ça c'est possible, parce que vous laissez juste l'autre moitié de la barre dans votre poche. Donc, toutes les heures, après, il faut que je mange cette quantité-là. Ça veut dire que, je commence ma course ou mon effort, intense, commencez pas à faire ce protocole-là pour faire votre sortie d'endurance, parce que là, c'est un autre protocole que je vous expliquerai plus tard. Donc, je commence mon effort, au bout de 30-35 minutes, je mange. Une barre, un gel, bref, il faut que je me remette du sucre. Là, du coup, je n'ai pas cette baisse d'hypoglycémie. Je reste stable, d'accord ? Et puis, à un moment, au bout d'entre 40 minutes et 1 heure, ça dépend un petit peu de l'effort de course et de l'énergie que j'ai dépensée, paf, ça redescend. Et donc là, rebelote, il faut que je remange. Et donc, j'ai calculé tout ça. Ça a pris, c'est plusieurs, en fait, là, je fais une moyenne de plusieurs exercices, plusieurs tests. Globalement, toutes les heures, après ces 35 minutes, il faut que je mange. Donc, ça veut dire le premier au bout de 30 minutes, ou 35 minutes. Ensuite, le deuxième à 1h30. Et puis, généralement, ma course s'arrête parce qu'elle n'est pas assez longue. Mais sur des compétitions, par exemple, quand j'ai fait mes compétitions plus longues, comme... alors, je ne sais plus si c'était l'étape du Tour, il me semble que c'était sur l'étape du Tour, ouais. Sur l'étape du Tour, là, je savais que je devais manger toutes les heures. Donc là, c'est une étape qui a duré 8 heures. Donc, j'ai mangé après 35 minutes, après 1h20, parce que j'avais peur, puis après, 1 heure plus tard, donc 2h20, 3h20, 4h20, 5h20, 6h20, 7h20. Et bon, après, j'ai dû remanger parce que j'étais vraiment en PLS. Mais, et quand j'ai analysé le schéma, en fait, j'ai eu de l'hyperglycémie à l'effort. Puis, au moment où ça baisse un petit peu, je venais de manger, donc ça s'est stabilisé. Et en fait, après, je suis resté stable toute la sortie. Alors, quand je dis stable, on est quand même en hyperglycémie. Ça veut dire que... j'étais pas en hyperglycémie, mais j'étais pile à la limite. C'est-à-dire que j'étais plutôt dans les données hautes de ce qui est bon pour l'être humain. Monsieur et madame tout le monde qui auraient eu un taux de glycémie si élevé pendant si longtemps, sans être habitué, ça peut être compliqué, mal de crâne, etc. Mais là, moi, avec l'habitude, ça s'est plutôt bien passé. Bon, il semblerait que j'ai mal digéré la grenadine, donc pour ceux qui ont vu mon étape du Tour, le lien dans les descriptions, la grenadine chaude n'est pas passée, donc j'ai été malade. Mais globalement, après, j'ai pu réitérer ça sur d'autres efforts de 5 heures cette fois-ci, 5 heures de course, et ça s'est bien passé. J'ai pu contrôler mon glucose. Bon, ça, ce sont les tests que j'ai faits à haute intensité. À basse intensité, là, on peut vraiment se faire plaisir. Quand vous êtes en zone 1 ou zone 2 très basse, globalement... mon taux de glucose descendait après très très longtemps. Donc c'est-à-dire que je partais, je roulais, au bout de 3 heures, mon taux de glucose n'était toujours pas descendu. Donc voilà, après, libre à vous de manger, mais je sais que globalement, pour faire 3-4 heures, je ne suis pas forcément obligé de manger, je ne perds pas d'énergie. Par contre, si pendant ces 3-4 heures, de temps en temps, il y a une petite bosse, on met un petit peu, on allume le moteur, il y a vraiment une fracture, c'est-à-dire que le taux de glucose est bon, je fais un effort APMA pendant 1 minute 30, 2 minutes, là, il va falloir que je mange parce que ça a déclenché une réaction en chaîne dans mon corps parce que j'ai travaillé d'autres filières. J'ai commencé à brûler peut-être plus de graisse, plus de sucre. Et donc là, il faut absolument... En fait, c'est ça le problème. J'ai arrêté de brûler des graisses pour brûler du sucre parce que mon corps avait besoin de beaucoup plus d'énergie. Et là, à ce moment-là, ça fait baisser le taux de glucose. Donc derrière, il faut que je mange. Et là, rebelote. Après, il faut que je mange toutes les heures. Bon, j'espère que c'était très clair pour tout le monde. Moi, comme je vous ai dit, je vais recontacter la marque pour pouvoir continuer mes petites expériences et pouvoir vous les partager. Mais
Cet objet, moi je vous conseille, si vous avez vraiment envie d'avoir un hack pour vous, donc vraiment de connaître votre corps, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur le vélo, commandez-le. Faites un essai de 1 mois, mais ça veut dire que c'est 1 mois, les amis, où vous devez vivre que pour ça. C'est 1 mois parce que vous allez dépenser 189 € là-dedans. Donc pour ces 189 €, il faut que vous fassiez ça matin, midi et soir, encodez tout ce que vous mangez, surveillez ça pendant vos séances de sport. Il faut que vous jouez le jeu à fond, autrement c'est 189 € que vous allez mettre à la poubelle. Mais si vous jouez le jeu, pour 189 €, c'est moins cher qu'une étude posturale, hein, les amis. Vous avez un truc que vous pouvez travailler sur votre propre corps et puis vous pouvez l'utiliser pendant toute la saison. Alors là, on va être pendant une saison off. Donc là, on va plus avoir de compétition. Je vous conseille peut-être de le tester pendant cette saison off et comme ça, au retour en compétition, vous aurez fait vous-même votre programme avec votre glucose, votre programme d'alimentation. Donc voilà. C'était la présentation de ces deux objets. Alors, on va quand même conclure au niveau des deux. Il y en a un pour lequel je suis un petit peu moins convaincu, c'est celui-ci. Il y en a un pour lequel je suis très convaincu, c'est le M1. C'est quand même dans les deux cas des purs bijoux de technologie. Voilà, moi honnêtement, je l'utilise tous les jours et j'ai envie de remettre des pads dans mon bras, alors que j'aime pas les piqûres, pour pouvoir faire d'autres tests. Donc c'est des bijoux de technologie. Si vous avez la possibilité de les utiliser, profitez-en. Il y a quelques inconvénients pour les deux objets. Je ne vais pas les répéter, mais il y en a quelques-uns. Le plus gros étant le prix, que ce soit pour le Ring ou que ce soit pour le M1. Mais franchement, pour ceux qui cherchent à optimiser leur bien-être, parce que évidemment, un objet comme le M1 ou comme le Ring, ça vous permet d'avoir un meilleur rythme de vie. Ça vous permet d'avoir une meilleure alimentation. Et donc, ça vous permettra d'avoir moins de problèmes de santé plus tard parce que vous allez faire attention à votre santé. Pour ceux qui veulent optimiser leur entraînement, optimiser leurs résultats de compétition, si vous avez les moyens, franchement, il n'y a rien de plus beau que d'investir sur soi. Franchement, ne nous mentons pas. Parfois, on investit dans des choses qui sont pas forcément utiles. Là, ça peut être de l'argent qui est utile parce que ça vous permet d'avoir un meilleur bien-être et une optimisation de vos performances. Évidemment, nous, on va arriver dans la phase hivernale. Moi, là, pour le moment, je suis en trêve. Donc, je vais vous présenter d'autres objets sur la chaîne YouTube très bientôt, de récupération et aussi des objets qui vous permettent à utiliser sur le vélo. Et on va avoir bientôt le retour des vlogs d'hiver. Donc, si tu ne veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et n'hésite pas aussi à revenir en commentaire sur ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu as pensé de ces objets, si tu as envie de les utiliser ou pas. Je te rappelle qu'avec Ultrahuman, il y a un code de parrainage pour lequel je vais recevoir une commission qui est LCB 10, tu auras 10% sur le Ring et il me semble, à vérifier, vous pouvez toujours essayer, 10% sur le M1. Moi, je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt. Salut, salut!